Alors, je parle d'analyse fonctionnelle, qui est une étape très importante de l'analyse de la valeur, mais qui est une méthode en soi. Et je vais vous la présenter dans différents contextes, parce qu'on l'utilise beaucoup dans des contextes traditionnels de développement de produits ou services, mais on l'utilise aussi dans d'autres contextes et c'est ce que je veux faire ressortir. L'ordre du jour pour la présentation. Je vais faire une très, très courte introduction sur l'analyse fonctionnelle. C'est vraiment pas une formation sur comment fonctionne l'analyse fonctionnelle, mais c'est vraiment des exemples. Je vais vous montrer plein d'exemples. Il y aura 8 exemples. Alors, je vais passer à peu près 5 minutes par exemple. Ça me fait notre 40 minutes de présentation pour se garder un peu de temps après pour des discussions. Et il y aura une petite conclusion. Alors, l'introduction sur l'analyse fonctionnelle. C'est une méthode qui existe depuis plusieurs années quand même, mais il y a une nouvelle norme qui est sortie en 2020, la norme M12-973, qui dit bien simplement que l'analyse fonctionnelle sert à identifier les fonctions d'un produit, d'un système, d'une organisation, d'un service, d'un logiciel, de n'importe quoi qui a besoin de remplir des fonctions pour répondre à des besoins d'utilisateurs, d'usagers, et qui est conçu par une autre équipe. On veut aussi, avec l'analyse fonctionnelle, quantifier les performances à atteindre. Donc, identifier les fonctions, ça nous permet d'identifier qu'est-ce que ça doit faire, à quoi ça sert. Puis l'autre étape de quantifier les performances, c'est combien on doit en faire, à quelle fréquence, à quelle vitesse, donc des performances à atteindre. Cette démarche-là aussi permet d'améliorer la communication entre ceux qui sont impliqués dans la définition du produit, donc quels sont les besoins à combler avec ce produit-là, et ceux qui vont le concevoir et développer ce produit-là. Alors, quand je dis produit, ça peut être un système complet, ça peut être un service, une organisation, un logiciel, n'importe. Je vais utiliser le mot produit pour simplifier le tout. Donc, quelle est la démarche d'analyse fonctionnelle? Mais il y a 5 choses à faire. Donc, identifier les fonctions du produit, les organiser pour bien comprendre comment elles s'entrecoupent. Caractériser les fonctions, ça c'est la performance, et prioriser. Alors donc, identifier, c'est vraiment se poser la question à quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on veut réaliser avec ça? Quels besoins on cherche à combler avec ça? Et on exprime une fonction avec un verbe et un nom. Pardon. Il y a plusieurs méthodes, on ne les regardera pas aujourd'hui. Si ça vous intéresse, il y a des formations qui vont en plein dans cette méthode-là, qui donnent beaucoup, beaucoup d'informations, de méthodes sur comment faire l'analyse fonctionnelle. Ensuite, on cherche à organiser toutes ces fonctions-là. Donc, ça, c'est la logique qui exprime le pourquoi et le comment des fonctions. Donc, pourquoi on doit réaliser cette fonction-là, comment on va la réaliser. Et on va illustrer ça dans un modèle qui s'appelle le diagramme fonctionnel ou l'arbre fonctionnel ou le modèle fonctionnel, si vous voulez. On peut aussi utiliser la méthode américaine qui est le diagramme FAST. Encore une fois, dans la formation, vous voyez toutes ces méthodes-là. Caractériser, c'est définir la performance attendue. Donc, le critère de performance qu'on va mesurer, le niveau qu'on cherche à atteindre au niveau de la performance, et la flexibilité exprime à quel point ce niveau-là est essentiel ou il est négociable. Alors, encore une fois, dans la formation, vous allez en détail là, sur toutes ces approches-là. Prioriser, ça nous donne, parmi toutes les fonctions qu'on va avoir identifiées, quelles sont les plus importantes pour le client et les moins importantes, de différentes façons. Avec un tri croisé, on peut obtenir une priorisation chiffrée, si vous voulez, là, quantitative, tandis qu'avec les modèles Moscou ou Kano, c'est une priorisation plus qualitative. Par exemple, avec un code de couleur jaune, orange, vert, rouge, n'importe. Évaluer, c'est regarder combien coûte chaque fonction. Alors, non pas combien coûte chaque élément du produit qu'on cherche à concevoir, mais les fonctions qui vont être réalisées par ce produit-là, combien coûtent ces fonctions-là. Ça nous permet de voir si on met l'argent à la bonne place ou pas. Donc, c'est tout ce que je vais vous expliquer sur la méthode d'analyse fonctionnelle, mais ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que c'est une démarche structurée, organisée, qui est facilitée par un animateur et donc il y a beaucoup
documentation qui existe sur cette démarche-là pour la réaliser comme il faut. Alors, on saute tout de suite dans les exemples, parce que le but de la présentation aujourd'hui, c'était de vous montrer différents contextes dans lesquels on peut utiliser l'analyse fonctionnelle. Alors, le premier, qui est un contexte très traditionnel, si on peut dire, c'est en développement de produits. Alors, je vais vous parler d'un système de porte pour un train. Alors, on avait ici un client qui reçoit une spécification technique, c'est ça d'épais, ces documents-là, des pages et des pages et des pages, et puis ça spécifie qu'est-ce que le train doit faire. Il y a un chapitre à l'intérieur de ça spécifiquement pour les portes. Alors, de ce document technique-là, on extrait les fonctions que les portes doivent réaliser. Et après ça, en travaillant souvent avec ces clients-là, c'est qu'on s'aperçoit que les fonctions de porte de train à Montréal ou un train à Paris, c'est à peu près les mêmes fonctions. Donc, on voit à gauche complètement la mission du système de porte qui est de permettre une entrée et une sortie du train sécuritaire et fiable, avec en haut complètement la fonction de base du système de porte, c'est d'entrer et sortir du wagon. Comment? En ouvrant et en fermant les portes. Alors ça n'est un modèle fonctionnel que je vous illustre ici. Alors, pourquoi on ouvre et ferme les portes? C'est pour pouvoir entrer et sortir. Pourquoi? Parce qu'on veut une entrée et sortie sécuritaire et fiable dans les wagons. Alors, la fonction de base, vous allez voir, tantôt on va regarder les coûts, c'est souvent la fonction qui peut se réaliser assez facilement, mais il y a plein d'autres fonctions qu'il faut rajouter à un système. Par exemple, un système de porte de train, mais il faut assurer la sécurité. Il y a toutes sortes de monde qui prend le train, des enfants, des vieillards, des personnes avec des bagages, des personnes très intelligentes, des personnes moins intelligentes. Donc, il faut être à l'épreuve de tout. Donc, assurer la sécurité, ça demande de détecter des obstructions, de maintenir la porte fermée quand le train est en mouvement, d'ouvrir les portes manuellement si on est arrêté entre deux stations, il faut évacuer, annoncer le mouvement des portes, etc., etc. Je veux attirer votre attention sur assurer le confort. Alors, c'est quoi les fonctions qui permettent d'assurer le confort quand on a une porte? Ben, c'est de contrôler le bruit. C'est-à-dire que quand on roule le train et il y a du bruit de vent, on ne veut pas que ce bruit-là rentre dans le wagon et puis que c'est très bruyant dans le wagon. On veut que les passagers soient confortables dans la voiture de train. Autre chose, minimiser les vibrations. On ne veut pas que les portes clang, 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 clang tout le temps qu'on roule. C'est très inconfortable pour le train. Le passager. Isoler du chaud et du froid, même chose, hein, s'il fait moins 30 à l'extérieur, on ne veut pas que si on est proche des portes, qu'on sente le moins 30, on doit garder son manteau, ses bottes, son foulard, sa tuque et tout ça. Assurer l'étanchéité quand il pleut. On ne veut pas que l'eau passe à travers le haut de la porte, le bas de la porte, quoi que ce soit. Et une fonction qu'on a ajoutée aussi qui était de pouvoir voir dehors ou quand on est dehors, voir à l'intérieur du wagon. De façon à ce que quand on arrive, mettons qu'on est entre deux stations, il y a une urgence, il faut arrêter, bien, c'est important de pouvoir voir dehors pour descendre du train à un endroit pertinent. Ou quand on est sur le quai et qu'on voit le train arriver, mais qu'on voit à l'intérieur, s'il y a plein de personnes devant la porte, on va peut-être se déplacer puis aller à une autre porte où il y aura moins de monde pour être plus confortable à l'intérieur du train. Donc, de toutes ces choses-là, ensuite, les concepteurs commencent à concevoir le système. Donc, on est allé chercher les critères de performance. Par exemple, ouvrir et fermer les portes. Bon, le temps d'ouverture, 3 secondes maximum. C'était dit dans le chapitre des portes. Mais plus loin dans le document, quand on fouille un peu, on voit que dans le système d'opération, le client dit, ben, pour l'opération des trains, les portes doivent ouvrir en 2 secondes. On identifie parfois des incohérences qui font qu'il faut retourner vers le client et demander est-ce que c'est 3 ou c'est 2 secondes. Il y a peut-être eu des mises à jour qui sont faites, mais pas comme il faut partout, là. Alors, on peut, avec le client, discuter de ces critères de performance-là pour s'assurer qu'on travaille sur la même chose. Donc, le confort psychologique pour voir dehors, j'en ai parlé. On a regardé la distribution fonctionnelle des coûts. Donc, une fois que le système est en train d'être conçu, on estime le coût des composantes et on s'aperçoit ici, par exemple, que tout le mécanisme pour pouvoir ouvrir et fermer les portes, ça représente 12% du coût du produit. Tout ce qu'on met en place pour assurer la sécurité, donc rappelez-vous, c'était les fonctions, maintenir les portes fermées, détecter les obstructions, etc., mettre la porte à la terre, tout ça, ça sert à assurer la sécurité, 28%.
Je saute ici, assurer la fiabilité. Comme fournisseur sous-traitant, si vous voulez, de l'intégrateur de train, ben, il faut être fiable avec notre système parce qu'on peut avoir des pénalités assez grandes si le train doit être retiré du service parce qu'il y a un problème de porte. Alors, il faut s'assurer que nos portes sont fiables. Donc, on met un surcoût sur peut-être des composantes plus robustes, de la redondance, des choses comme ça. Tout ça, ça va dans assurer la fiabilité. Mais finalement, on a vu qu'assurer le confort, c'était 20 du coût du projet. Et là, on s'est dit, ben, c'est une porte. On ne s'assoit pas sur la porte, on ne dort pas sur la porte. C'est quoi? Ça doit être le bruit, la pluie, puis tout ça. Et en fouillant plus à fond, on s'est aperçu que le client avait demandé une très, très grande fenêtre. Et donc, il fallait augmenter la force de la structure de la porte pour pouvoir résister au poids de cette fenêtre-là. Puis, il y avait moins de structure dans la porte parce qu'il y avait une plus grande fenêtre. Donc, il fallait renforcer ces éléments-là et ça coûtait très cher. Donc, le sous-traitant a réussi à les négocier avec le client. On pourrait mettre une un peu plus petite porte. Au lieu d'avoir comme des portes patio, pratiquement des portes patio là, sur le train, on peut avoir une porte un peu plus petite, un peu plus courte, qui nous permet de voir très bien dehors ou dedans. Donc, répondre à la question, assurer le confort psychologique tout en réduisant le coût. Alors ça, c'est un usage de l'analyse fonctionnelle, c'est de voir où sont les coûts et est-ce qu'on met l'argent à la bonne place. Alors, si on peut sauver un peu d'argent ici, est-ce qu'on peut aller le mettre sur une autre fonction, cet argent-là, ou carrément réduire le coût et économiser un peu pour tout le monde? Donc, après ça, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu un meilleur dialogue entre le client et le fournisseur de porte qui a fait qu'en fait, quand le fournisseur allait voir le client, les questions étaient très pertinentes, très ciblées. Le client a développé une confiance envers son fournisseur parce qu'il a senti une expertise et une attention aux détails. On a permis aussi de démêler certains doublons. Il y avait des doublons qui n'étaient pas tout à fait cohérents. On a tout démêlé cette situation-là. Et cette confiance accrue-là a permis à ce moment-là de négocier justement une réduction de coûts parce que le client voyait que le fournisseur faisait tous les efforts possibles pour avoir le meilleur système de porte. Je passe à un autre projet, un projet de construction. Ça aussi, c'est assez traditionnel. Je dis ça, mais beaucoup de projets de construction se conçoivent sans faire d'analyse fonctionnelle avant. Ici, le contexte, c'est que dans une ville, il y avait un marché fermier dans un quartier qui vraiment, là, ça ne faisait plus l'affaire. Il fallait déménager le marché fermier. Donc, on voulait construire un nouveau marché fermier dans un autre quartier plus récent, avec plus de services dans le marché fermier. Alors, un marché fermier, bon, surtout en Europe, là, ça existe depuis des centaines d'années, des siècles et des siècles. Mais au Canada, il y en a eu beaucoup au début, mais ça a perdu de sa popularité et là, ça redevient populaire dans plusieurs villes. Alors, on a fait l'analyse fonctionnelle, puis évidemment, la mission fondamentale d'un marché fermier, c'est de tenir des activités agroalimentaires. Et la fonction de base pour ça, c'est de faire commerce. Hein? On va au marché pour que les fermiers puissent vendre les produits de la ferme à des acheteurs. Maintenant, les fermiers aussi, s'ils ont un verger de pommiers, ben, ils vont peut-être faire de la gelée de pommes, des tartes aux pommes, donc ils vont vendre aussi des produits transformés. Et il y a certains fermiers qui préparent des paniers bio qui seraient livrés à ce marché-là pour les abonnés au panier qui viendraient chercher leur panier. Mais la ville dit les nouvelles tendances dans les marchés fermiers maintenant, c'est tout le reste. Alors, au-delà de faire commerce, qui serait un petit marché fermier très, très traditionnel, ben, on veut se servir du marché fermier pour éduquer la population. Donc, comment on pourrait faire ça? C'est en montrant les produits locaux. Alors, qu'est-ce qui pousse dans votre région? Démontrer aussi l'agriculture urbaine, tenir des ateliers, présenter les tendances, etc., etc. Ensuite, on veut attirer les visiteurs, offrir une ambiance, les accommoder, ces clients-là, en ayant de la place pour acheter de la nourriture. Si on a faim, on peut aller à la toilette, on peut stationner son auto, des places de repos. Et je vous amène ici à la fin où l'aspect social d'un nouveau marché fermier peut être intégré. On parle beaucoup de ESG maintenant, mais l'aspect social ici, c'était de pouvoir gérer les invendus.
Alors, si un fermier reste à la fin de la journée avec un demi-panier de tomates, au lieu de le rapporter, il peut très bien le laisser à un espace social, si vous voulez, où des organismes sociaux ont des frigos et peuvent venir se servir dans les invendus. Alors, l'analyse fonctionnelle ici a permis d'identifier des performances attendues. Je vous amène ici à la fonction de tenir des ateliers. Si on laisse ça dans les mains des architectes, on dit on veut tenir des ateliers, qu'est-ce qu'ils vont sortir comme ateliers? On ne sait pas trop. C'est que là, il fallait définir les performances. Par exemple, cette fonction-là, un des critères de performance, c'est le nombre d'ateliers en simultané. Est-ce qu'on veut avoir un atelier à la fois ou 4 ou 5 ateliers à la fois? Alors, on a défini qu'on voulait une possibilité de 2 ateliers qui se passent en même temps. Et aussi, un autre critère de performance, c'est le nombre de personnes qui vont assister à l'atelier. Alors, est-ce qu'on veut 10, 12 personnes ou 50, 60 personnes? Alors, on a défini qu'est-ce qu'on voulait. Donc, l'architecte, à ce moment-là, peut identifier les meilleures solutions pour tenir 2 ateliers en simultané, chacune avec une vingtaine, 20-25 personnes maximum. Et alors, ces performances-là, pour toutes les fonctions, ont été définies. Ça a permis à l'équipe de conception de penser à tout dès le début. Donc, pas de faire un premier concept, de le présenter au client. Le client dit « Ah oui, mais il nous manquerait ça, on retourne à la table, on revient. » Tout a été conçu dès le début. Et bon, effectivement, dans le but de ne rien oublier. Et étant donné que ça, c'était au niveau d'une municipalité, le conseil municipal était très impliqué dans cette analyse. Il y avait aussi l'opposition qui, elle, regardait ça et voulait trouver toutes les petites bébites pour pouvoir critiquer le plus possible, mais il y a eu très peu de critiques parce que tout a été fait dans le meilleur contexte avec toute l'équipe. Alors, ça, c'était un autre exemple. Je vais vous parler maintenant d'exemples un peu moins typiques qui sont, par exemple, ici, développement organisationnel. On avait un problème d'embauche dans un ministère des Transports d'une province ici au Canada. Alors, le contexte était que dans cette province-là, pendant quelques années, il n'y avait pas d'embauche. Les budgets étaient limités, récession ou je ne sais pas quoi. Et les gens, certaines personnes partaient à la retraite, on ne les remplaçait pas. Des gens partaient travailler ailleurs, on ne les remplaçait pas. Donc, il y avait beaucoup de trous là, dans le personnel. Et un jour, le premier ministre a dit OK, on a des meilleurs budgets maintenant, on va vous donner un budget pour embaucher des gens. Et là, les directeurs des différentes divisions du ministère, ici, c'était la division des autoroutes. Alors, chacune des sous-divisions, les sous-directeurs, si vous voulez, qui criaient le plus fort, « Ah, il faut que j'embauche ici, ça presse. » L'autre dit, « Mais non, moi, c'est plus prioritaire. » Et ça faisait des situations un peu critiques. Bien, on dit, ils étaient des grands utilisateurs de la démarche pour les projets techniques. Ils se sont dit, peut-être on pourrait étudier la démarche pour régler notre problème ici d'embauche. C'est ce qu'on a fait. Donc, ça, c'était la mission de cette direction-là, planifier, construire et entretenir un réseau de transport provincial dans le but de permettre le transport des biens et des personnes. Bien, comment on peut remplir notre mission? C'est en optimisant le réseau, planifier les investissements, livrer le plan stratégique, entretenir le réseau et gérer les ressources. Alors, à partir de notre mission, si on pose la question comment, c'est qu'on a défini 5 grandes stratégies que la division des autoroutes doit réaliser pour accomplir sa mission. Chaque stratégie peut ensuite être définie en différentes tactiques pour mettre en place cette stratégie-là. Ensuite, on peut aller plus loin toujours en posant la question comment. Et là, on parle de déploiement de cette tactique-là jusqu'au niveau des activités. Et là, on a demandé aux gens quelles sont les activités où il y a peu de personnes et combien de personnes il devrait y avoir pour être capable de mesurer un des critères de performance, c'est l'écart entre ce qu'on devrait avoir et ce qu'on a. Pardon. On a donc identifié 4 grands critères, 4 raisons d'embaucher des nouvelles personnes.
Alors, une des raisons, c'est est-ce qu'on est capable d'avoir un mode de réalisation alternatif? Est-ce qu'on peut sous-traiter cette activité-là ou non, elle doit absolument être réalisée chez nous parce que c'est impossible de la sous-traiter? Un autre critère, c'était l'impact sur la mission. Alors, à quel point, si on ne réalise pas cette activité-là, on ne sera pas capable de réaliser notre mission. Et là, plus le pointage augmente, plus la priorité est grande. Par exemple, si on ne réalise pas le déneigement, bien, ça va être impossible de se déplacer. Donc, c'est très important que le déneigement soit réalisé. Ici, c'était l'écart entre les ressources actuelles et les ressources nécessaires pour accomplir le travail. Par exemple, une des fonctions, par exemple, c'était d'inspecter les ponts. Alors, ça prend 100 jours, il y a 100 ponts à inspecter, ça prend 50 jours pour inspecter des ponts, bien, ça fait 5000 jours personne. Or, on a juste 250 jours par année, donc ça nous prend 20 personnes à temps plein pour inspecter des ponts sur tout le territoire. Alors, si on n'en a que 2, bien, on a un gros écart à combler. Et donc, ça va avoir une grosse note de priorité. Mais si on a 18 des 20 personnes, bien, l'écart est petit, donc ça va perdre des points de priorité. Et le dernier critère était le maintien de l'expertise à l'interne, à quel point c'est important de conserver cette expertise-là spécifique aux autoroutes à l'interne. Donc ça voulait dire un critère fort pour la priorisation de l'embauche. Ou sinon, c'est moins important, donc ça perd des points au niveau de la priorité. Avec tout ça, on a pris toutes les fonctions, hein, les fonctions qui étaient le plus à droite possible dans le diagramme fonctionnel et on les a notées. Et ça, c'est quand je dis nous, c'est l'équipe. Alors, tous les directeurs, sous-directeurs, gestionnaires de l'entreprise, de la division des autoroutes a passé à travers ça. Là. Et avec tout ça, ben, on multipliait la note par le poids, qu'on multipliait tout ça, et on obtenait une cote de priorité. Et vous voyez qu'entretenir le réseau, ben oui, c'est sûr que l'entretien du réseau, déneiger l'hiver et puis remplir les trous pendant l'été, il y a des gens à l'externe qui sont capables de faire ça. Par contre, si on ne le fait pas, on ne pourra pas se déplacer. Donc, c'est un gros impact sur la mission. On a un gros manque de ressources actuellement et c'est important de maintenir cette expertise-là à l'interne. On multiplie tout ça, on obtient 1512 points de priorité. Alors, vous voyez que par rapport à l'autre ici qui avait 423 points, ben, les personnes, les postes où on fait l'entretien du réseau sont prioritaires dans l'embauche par rapport aux autres. Alors, avec ça, on a pu d'abord définir toutes les tâches à accomplir dans le diagramme fonctionnel. Et les gens qui étaient là disaient que c'est vraiment un excellent modèle de ce qui se passe dans la division des autoroutes. Donc, ça donnait un portrait de l'organisation complet. Ça nous a permis d'identifier les endroits où il y avait des très gros écarts entre l'actuel et le nécessaire. On a identifié même des tâches orphelines où il n'y avait personne. Alors, on s'est posé la question, en fait, avec l'équipe, si cette tâche-là n'est pas réalisée depuis 2 ou 3 ans, pourquoi on devrait la remettre au programme? Est-ce qu'on pourrait tout simplement pas dire, c'est fini, on ne le fait plus? Avec tout ça, on a pu déterminer les priorités d'embauche. Et ce que ça a fait, c'est que ça a vraiment beaucoup calmé la discussion, qui était à un moment donné assez virulente. Mais là, ça a calmé les esprits. Tout le monde voyait les étapes. On avait des petites rencontres de 4 heures à chaque 3-4 jours ou à chaque semaine pour que les esprits se calment entre les rencontres. Et on a réussi à déterminer les priorités d'embauche avec lesquelles tout le monde était d'accord. Un autre exemple en développement organisationnel, c'est la fonction RH décentralisée. Alors, cette entreprise-là avait un siège social où il y avait des spécialistes de ressources humaines, donc un spécialiste qui s'occupait d'embauche, un autre qui s'occupait des bénéfices et avantages sociaux, un autre qui s'occupait du lien avec les retraités, 65 ans et plus. Un autre s'occupait de formation. En fait, chaque personne dans la division des ressources humaines est spécialisée.
Or, les directeurs des usines, quand ils avaient besoin d'un soutien de la part des ressources humaines, ne savaient pas trop à qui s'adresser. Et parfois, même la problématique pouvait toucher 2 ou 3 spécialités. Et là, il manquait de coordination. Les directeurs des usines se sentaient mal appuyés. Alors, quelqu'un a dit, pourquoi on n'aurait pas plutôt une personne ressources humaines par usine qui deviendrait généraliste? Bon, ils ont décidé de regarder cette option-là. Alors là, les gens aux ressources humaines, chacun des spécialistes, on les a tous réunis avec le directeur des ressources humaines, un représentant des directeurs d'usine, puis on leur a demandé, bien, ça serait quoi la tâche de ce conseiller en ressources humaines dans l'usine? Alors, sa mission première, ce serait de conseiller les directeurs d'usine, mais en matière de ressources humaines, et ils auraient ces 5 choses-là à faire. Donc, maintenir une bonne atmosphère, comment en prenant le pouls, comment en sondant les employés et le management, ensuite partager les résultats, etc. Toutes les fonctions. Donc, chacun des spécialistes qui étaient au siège social voyait avec le portrait. Évidemment, là, je vous montre quelque chose de très, très résumé. Hein? C'était beaucoup plus large, hein, le diagramme fonctionnel, beaucoup plus grand, beaucoup plus détaillé. Mais là, chacun pouvait voir ses forces et ses faiblesses. Et chacun pouvait dire, ben moi, je fais souvent ça, gérer l'ancienneté, mais je n'ai jamais coordonné les bénéfices. Donc, chaque personne a pu se tracer un plan de formation. Et ce que ça a servi de faire cette analyse-là, d'abord d'avoir le portrait global de la nouvelle tâche en ressources humaines du généraliste associé à chacune des usines, donc un généraliste par usine, au lieu de garder ça au siège social avec des spécialistes. Donc, ça définissait les tâches à accomplir pour chacun de ces généralistes-là qui s'en venaient à l'usine. On a encore une fois ici identifié des tâches orphelines. Donc, oui, on devrait faire ça, mais là, les gens, c'est drôle parce qu'autour de la table, les gens se posaient la question, « Ah oui, fais-tu ça, toi? Non, non, moi, je ne fais jamais ça. Et toi, non, jamais. Et toi, non, jamais. » Mais on devrait le faire. Oui, on devrait, mais personne ne le fait. Alors, ça s'est intégré, si vous voulez, dans les tâches à accomplir. Avec ça, on a identifié les formations, donc un programme de formation pour chacune des personnes pour que chacune se sente à l'aise. Et ils se sont aussi créés un réseau pour s'entraider entre eux. On a pu valider les besoins avec l'administration, donc les besoins de formation du personnel de ressources humaines, mais aussi les besoins des gens des usines, des directeurs d'usines. Est-ce que c'est vraiment de ça dont vous avez besoin? Et tout ça dans le but que l'équipe de ressources humaines se sente à l'aise dans son nouveau travail et puisse être mis à niveau à l'intérieur d'une année ou deux pour que, avec l'entraide entre eux, la formation, tout ça, finalement, éventuellement, tout le monde est à niveau. Alors vraiment, là, ici, le produit à optimiser, là, c'était le poste de ressources en ressources humaines, le poste en ressources humaines. Un autre exemple, priorisation d'un portefeuille de projet. Ici, c'était une entreprise où le président demandait à tous ses directeurs, après avoir signé quelques autorisations pour du développement de logiciels pour les aider à travailler, il a dit, bon, là, il se passe beaucoup de choses en informatique, on prend une pause, on fait l'inventaire de tous vos projets et on verra. Donc, ils ont fait l'inventaire de toutes les demandes en informatique. Il y avait 50 projets d'informatisation avec des millions de dollars. Et là, le président a dit, oh là, on arrête ça. Je n'ai pas cet argent-là à mettre en informatisation. Il va falloir prioriser et se faire un plan sur 3 ans pour qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on ne fait pas. Alors là, il a dit comment on peut faire ça. On a expliqué la démarche. On dit avec l'analyse fonctionnelle, on développe, comme vous voyez ici, un diagramme fonctionnel qui est évidemment plus complexe. Hein. Et là, on voit tout ce qu'on désire faire avec ce programme d'informatisation. Et le programme, sa mission était d'améliorer les services de l'entreprise avec 5 grandes familles, si vous voulez. Donc, améliorer le développement des marchés, améliorer la performance interne de l'entreprise, améliorer la facturation, améliorer la gestion de l'entreprise et améliorer ses outils de travail. Ça, c'était les 5 grandes stratégies à mettre en place. Chacune avait une tactique, le déploiement, les activités. C'est ici qu'on retrouvait les projets. Donc, on a demandé aux directeurs de service de rattacher chacun de leurs projets
à une de ces fonctions-là. Et on s'est aperçu avec ça qu'il y avait des projets redondants. Alors, un directeur avait un projet, par exemple, pour gérer les prospects dans les nouveaux marchés. Un autre directeur avait un autre projet pour la même fonction. Alors, on leur a dit, vous asseyez, vous regardez les besoins d'un et les besoins de l'autre. On va faire un projet qui va répondre à vos deux besoins, les deux divisions. Et ça a été comme ça pour plusieurs. Donc, des 50 projets, on a descendu à 40 en faisant une première optimisation. Alors déjà, on a identifié un paquet d'économies sur les différents projets. Ensuite, on a regardé aussi, parfois il y avait des projets qui se rattachaient à rien. Et puis on disait, regarde, ton projet, ou bien tu le définis mieux, ou bien tu le laisses tomber parce qu'il ne se rattache à rien, qu'on veut faire à court terme. Alors ici, l'analyse fonctionnelle, bon, évidemment, le diagramme a permis de voir s'il y a des trous dans les fonctions, des oublis, puis là, on avait identifié tout ce qui voulait être fait à court terme. L'équipe pluridisciplinaire, hein, c'était les directeurs de toutes les divisions de l'entreprise. Le fait de travailler ensemble dans un atelier, tout le monde ensemble, là, ça a assuré une adhésion au projet. C'est que les gens voyaient leur projet à l'intérieur d'un programme complet. Donc, ils pouvaient se situer mieux et situer son voisin de table, dire « Ah oui, là, je vois ton projet, je comprends comment ton projet et le mien vont interagir et tout ça. » Donc, il y avait une meilleure vision d'ensemble. Ça a permis d'éliminer les doublons, les chevauchements. Okay? Donc, d'optimiser de 50 projets, on a descendu à 40. Ensuite, au niveau de l'importance des projets, mais on voyait la contribution de chaque projet à l'entreprise. Donc, si je reviens, c'est que parfois, un projet touchait une seule fonction, mais il y a certains projets assez haut niveau qui touchaient plusieurs fonctions. Donc, c'était des projets plus complexes. Et avec tout ça, ça a permis de passer d'une situation où mon projet est plus important que le tien à ce projet-ci est plus important que ce projet-là. Qu'il soit à moi ou à toi, c'était plus ça l'important. Ce qui est important, c'est que ce projet-là est important pour l'entreprise et celui-là est moins important. Okay? Donc, on a pu établir cette priorité-là. Alors, avec l'équipe, on a identifié des critères de comparaison. Alors, comment tous ces projets-là seraient évalués par rapport aux besoins de l'entreprise et on a pu prioriser. Je vous montre un petit peu. Les critères qui avaient été soulevés étaient la survie de l'entreprise. Donc, comment chaque projet va contribuer à la survie de l'entreprise. Alors, si on ne le fait pas, est-ce qu'on met l'entreprise, la vie de l'entreprise en jeu? L'impact sur les clients aussi est un autre, comment ce projet-là va améliorer notre relation avec les clients. Et aussi l'écart entre l'actuel et le désiré. Alors, comment ce projet-là va nous amener au 21e siècle au lieu de rester à l'âge de pierre, parce qu'il se faisait beaucoup de choses manuellement. Les 40 projets ont été listés dans un grand chiffrier. Tout le monde a voté sur l'impact de chaque projet sur les différents critères. On a fait le total de tout ça. Parallèlement à ça, on a regardé les coûts des projets. Par exemple, ici, le projet A coûte 500 000 $. Et là, on a demandé, bien, ce projet-là, il touche à quelle fonction? Alors, parfois, certains projets, ils touchaient 100%, par exemple, la fonction gérer les équipements. Ils ne faisaient que ça, un projet très, très ciblé. Mais certains projets pouvaient toucher à plusieurs fonctions. Donc, ici, c'est un exemple où ce projet-là servait à améliorer la facturation, améliorer la gestion de l'entreprise, améliorer la communication avec les clients, un petit peu gérer ces clients-là, un petit peu le marché. Et là, on demandait du 500 000 $ de distribuer ça sur ces fonctions-là. Encore une fois, les 40 projets étaient dans un grand chiffrier. On a fait l'exercice pour les 40 projets. Et on a pu ensuite additionner le coût des fonctions. Alors, cette fonction-là, peut-être le projet A, le projet B, le projet F, le projet H contribuaient à cette fonction-là. Donc, on pouvait additionner et avoir un coût par fonction. Ce que ça nous a donné, deux résultats, je vais vous les montrer un après l'autre. Le premier résultat, c'est de comparer l'importance du projet versus son coût. L'importance de la fonction, versus le coût de la fonction, le coût des projets associés à cette fonction-là. Évidemment, ce qui nous saute aux yeux, c'est ce binôme ici, si vous voulez, où l'importance de la fonction est en bleu.
Donc, c'est certainement la fonction la plus importante, c'est celle où on doit livrer nos obligations, réaliser nos obligations contractuelles. Mais proportionnellement parlant, il y a une très grande proportion du coût des projets qui est associée à cette fonction-là. D'un autre côté, si on regarde ici, qui est quand même une fonction assez importante, améliorer nos outils à l'interne, par contre, regardez, un tout petit montant a été accordé à ça. Alors là, les gens autour de la table ont été un peu impressionnés de dire, ouais, on a peut-être, ici, l'équilibre n'est pas trop mal, ici, c'est pas trop mal, mais ici, encore une fois, gérer les clients, oui, c'est important, mais peut-être qu'on devrait mettre un petit peu d'argent. Alors là, il y a des projets ici qui ont dû être retardés pour avoir de l'argent, pour faire des projets dans des fonctions qui étaient quand même assez importantes. Alors ça a été un autre ménage, si vous voulez, dans les projets. Et finalement, des projets qui sont restés, on a établi le graphe de la valeur, où ici, on a le mérite. Alors, à quel point chaque point ici est un projet, à quel point ce projet-là contribue aux 4 critères qu'on avait, aux 3 critères qu'on avait tout à l'heure, la survie de l'entreprise, la relation avec les clients, etc. Et à quel coût. Alors, ça, c'est l'axe des coûts. Alors, on leur a dit, tous ces projets-là ici vont vous donner beaucoup d'améliorations à l'intérieur de l'entreprise à très petit coût. Alors, allons-y avec ces projets-là. Ensuite, dans une étape 2, ceux-là qui ont quand même sont importants pour l'entreprise, mais coûtent plus cher. On a dit, on va les faire en deuxième phase. Puis ces 2 projets-là ici, un là et là, qui contribuaient beaucoup moins, qui avaient beaucoup moins de valeur pour l'entreprise, si vous voulez, parce que la valeur est représentée par la pente de ces projets-là. Et là, on s'est dit, on va commencer par ceux qui ont le plus de valeur. Donc, ils étaient contents d'avoir eu une façon de prioriser leur projet. Je regarde là, j'achève. Procédé industriel, l'exhibition continue, c'est pour les mines. On a un minerai, il faut sortir. Alors là, on ne regardera pas les fonctions parce que c'est très technique. Mais ici, les 2 premières fonctions sont les fonctions de base pour justement extraire le minerai extraire la matière première du minerai qu'on a extrait du sol, mais des fonctions pour assurer l'efficience, assurer la qualité du produit, l'entretien du procédé, la sécurité et l'environnement, respecter l'environnement. Alors, les fonctions de base, c'est vraiment pour extraire le minerai, mais tout le reste, c'est pour s'assurer qu'on est une entreprise qui fait attention à l'environnement, qui fait attention à la sécurité de son personnel, qui s'assure aussi qu'on est efficient. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'ici, les 2 premières fonctions de base, c'est des fonctions qui sont très, très génie chimique, génie métallurgique, très technique. Tandis qu'ici, on tombe dans l'aspect mécanique, contrôle de procédés, mécanique, électronique et tout ça. Ici, qualité du produit, mais les gens d'assurance qualité sont impliqués. Bon, jusqu'au bout ici, au niveau des émissions, on avait un expert en santé-sécurité, puis un expert en environnement qui contribuait à la conception de ce procédé-là, qui était non seulement opérationnel, mais en plus qui était sécuritaire et pas mauvais pour l'environnement. Alors, le fait d'avoir fait l'analyse fonctionnelle ici, bien évidemment, encore une fois, le diagramme nous donne le modèle du procédé. Est-ce qu'il y a des trous? Est-ce qu'on a oublié des choses? Et puis, le fait d'avoir l'équipe pluridisciplinaire nous a permis de sortir, si on avait eu juste les ingénieurs en procédé, on aurait sorti seulement ces fonctions-là. Mais en ayant autour de la table un expert en santé-sécurité, un expert en entretien, là, toutes les autres fonctions sont sorties qui doivent être intégrées dans la conception. Les fonctions étant toutes identifiées, il était facile à ce moment-là de définir la performance. Alors, par exemple, la fonction assurer le flow, ben, c'est, là, on posait la question, ben, c'est 5000 tonnes à l'heure ou 1000 tonnes à l'heure ou 10 000 tonnes à l'heure. Qu'est-ce qu'on a, vers quelle performance on s'en va? Alors, encore une fois, l'équipe a pu définir ça. Et quand on était incapable de dire une performance comme telle, ben là, on disait, ben, on va continuer nos recherches, on va aller voir, il faut trouver la réponse à cette question-là. Ça nous a permis de distribuer le travail, donc assigner les fonctions aux meilleurs spécialistes, de rien oublier. Puis on a nommé une personne responsable d'assurer les interfaces entre les spécialités. Développement de logiciels.
Je vais vite, hein? Je vous ai dit, j'avais beaucoup d'exemples à vous montrer, mais c'est vraiment un survol différents contextes là, pour voir comment la méthode peut être efficace. Ici, c'est une ville qui doit, parmi tous les services à la population, gérer l'eau potable, donc fournir les maisons, les habitations avec de l'eau potable, retirer les eaux usées et gérer l'eau de pluie. Encore une fois, ici, le directeur de cette division-là des eaux a dit à son équipe, ben, on procède de la même façon depuis 30 ans. 30 ans, la ville a beaucoup agrandi, donc on s'est installé des choses, mais là, ça fait 30 ans qu'on vit avec ça. Est-ce que maintenant, les nouvelles technologies, tout ça, est-ce qu'il y a des choses qui pourraient nous aider pour être plus efficaces? Alors, diagramme fonctionnel qui a dit, voici qu'est-ce que cette division des eaux doit réaliser. Et avec toutes les personnes autour de la table, on avait autant des gens à l'interne, donc des gens, des chefs de département à l'interne qui savaient de quoi ils parlaient pour la ville. On a complété l'équipe avec des experts externes. Alors, soit des fournisseurs d'équipements, de logiciels, ou même des développeurs de logiciels ou d'applications qui permettent de gérer l'eau potable, l'eau usée ou l'eau pluviale, et même aussi des fournisseurs par exemple, de tablettes pour les employés sur le terrain. Donc, on a sorti avec tout ça, notre diagramme allait jusque, mission, stratégie, tactique, jusqu'aux activités. On a demandé, rendu au bout, ben, quels sont les outils qu'on pourrait utiliser maintenant pour être plus efficace. Et on sortit un paquet d'outils, de la belle Cadillac, qu'on peut dire, là, de l'outil ultime là, qui coûte des millions de dollars, mais qui ferait tout, à des petits outils intermédiaires qui pourraient nous aider à être plus efficaces. Donc, encore une fois, ici, le fait, bon, ça permet de voir est-ce qu'on a tout là, pour être sûr qu'on n'a rien oublié. Mais l'équipe pluridisciplinaire, interne et externe, a aidé à avoir plus de diversité au niveau des fonctions, bien sûr, mais surtout au niveau des solutions sur le marché. Qu'est-ce qui existe là sur le marché qui va nous permettre de réaliser ces fonctions-là? Donc, les outils TI qui ont pu être estimés et évalués aussi, et on a dressé des scénarios. Donc, le scénario où tout serait informatisé, ça fonctionne comme un robot, au scénario où on améliore les outils qu'on a présentement, avec des scénarios intermédiaires où on a beaucoup de TI, beaucoup d'équipements, mais ce n'est pas le top du top. Là. Top minou, comme on dit. Et le graphique de la valeur, comme je vous ai montré pour le précédent, on avait différents projets, mais on a vu des différents scénarios, lesquels avaient plus de valeur. Encore un, et je termine, un système de sécurité aéroportuaire. Alors, il fallait se conformer aux nouvelles règles de Transport Canada. Tous les aéroports canadiens, il y avait des nouvelles règles auxquelles il fallait se conformer et ça voulait dire un niveau supplémentaire de clôture, d'installation et tout ça. Alors, les gens en place ont conçu quelque chose. Finalement, ils sont arrivés avec 4 scénarios possibles. Et là, la direction de l'aéroport disait « moi, j'aime le scénario 1 ». Les gens des opérations disaient « non, moi, je préfère le 2 ». Les gens de santé et sécurité disaient « ben finalement, c'est peut-être le 3 ». Puis les gens des finances disaient « mais le 4 coûte moins cher, puis il pourrait faire la job ». Et là, ça tournait en rond et personne n'était capable de prendre une décision. Là, ils ont dit, ben, peut-être qu'une bonne analyse nous permettrait de mieux saisir nos besoins et de comparer nos scénarios pour voir celui qui répond le mieux aux besoins. C'est ce qui a été fait. Et donc, à partir de tout ça, on a vu les différents scénarios. On avait les 4 scénarios, comment chacun répondait mieux aux besoins. Et on est arrivé au bout de la ligne avec d'abord une compréhension commune de l'ensemble des besoins à travers ces fonctions-là. Parce que les opérations n'avaient pas nécessairement une bonne idée des contraintes administratives. Les gens à l'administration ne comprenaient pas les opérations. Donc, avec ce modèle-là, ça leur a permis de bien comprendre. Évidemment, de voir qu'il y avait des trous qu'on a réussi à combler. Finalement, le graphe La Valeur a mis en évidence le meilleur scénario parmi les 4. Et cette analyse-là a facilité la prise de décision du client. Là, ça devenait évident pour tout le monde autour de la table qu'un des scénarios était meilleur que les autres au meilleur coût.
Il y avait un qui était un petit peu meilleur, mais qui coûtait 2 fois plus cher. Donc, ça ne valait pas la peine d'avoir 2 fois plus d'argent pour gagner un petit peu plus de satisfaction. Ce qui est important ici, c'est l'aspect émotif et irrationnel où les gens tournaient en rond sans pouvoir se décider. Là. Ça a été évacué. Donc, je parle vite, j'espère que vous avez compris tout ce que j'ai dit. L'analyse fonctionnelle s'adapte vraiment à tous les contextes. Okay? On a plusieurs, là, je vous ai montré ces 8 exemples-là, mais j'ai d'autres exemples aussi qui pourraient être intéressants, mais là, je n'avais pas le temps. Mais c'est très important, c'est essentiel que l'équipe soit pluridisciplinaire quand on fait une analyse fonctionnelle, parce qu'on veut vraiment l'ensemble des besoins qui doivent être représentés. Cette méthodologie-là aide l'animateur à passer à travers la démarche, bien sûr, mais ça aide aussi le client parce qu'il voit que c'est une démarche structurée, organisée, étape par étape, et il se sent confiant si l'animateur maîtrise bien, évidemment, cette démarche-là. Et à date, je l'ai fait des centaines de fois, les résultats ont toujours été pertinents, acceptés. Je n'ai jamais vu de contestation où les gens disaient « je ne suis pas content du résultat ». Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des formations. On en donne une très, très prochainement avec l'Université de la Valeur, fin mars, début avril, qui mène à l'examen de certification là, pour ceux qui pourraient être intéressés. Donc, vous pouvez aller voir sur le site de l'Université de la Valeur. Elle va être annoncée aussi sur le site d'Analyse la Valeur Canada, puis sur notre site web aussi à Martin Parot. Voilà, alors je vous remercie. Je vais arrêter le partage de mon écran. Vous avez mes coordonnées là. On n'a peut-être pas beaucoup de temps. On a une dizaine de minutes pour les questions, la discussion. Mais s'il reste des questions à la fin qui n'auront pas été répondues, vous pouvez m'écrire, puis on pourra en discuter à ce moment-là.